le fait qu'on me dise que le storytelling, c'est raconter des histoires. Eh bien, en réalité, pas du tout. Le storytelling, ce n'est pas raconter des histoires. Le storytelling, c'est utiliser des histoires et utiliser des structures narratives pour communiquer. Pour ma part, je ne suis pas un conteur, donc je n'utilise pas des histoires. Je suis un communicant, et donc j'utilise des histoires et des structures narratives à des fins de communication. Et c'est quelques exemples de ces actions que je vais vous présenter sommairement. 3 exemples pour être précis. Non, là, pardon, il s'agit de 3 petits cochons. Voilà, 3 exemples. 3 exemples qui ont été mis en œuvre pour la ville de Lieusaint, qui donc se trouve en France, environ à 35 km au sud de Paris. Premier exemple, première histoire en quelque sorte, qui est une action de création d'une identité territoriale. Alors pour comprendre le contexte, il faut savoir que Lieusaint est en France une opération d'intérêt national, c'est-à-dire en fait une opération lancée dans les années 70 pour désengorger en termes de démographie Paris et l'approche banlieue parisienne. Donc ça a passé en fait par la création, on va dire dans les champs, des endroits où il n'y avait pas grand-chose, des créations d'agglomérations. Si bien qu'à Lieusaint, le petit village de 500 habitants est passé aujourd'hui à un peu plus de 10 000 habitants et demain dépassera les 20 000. Ça veut dire que pour tous les nouveaux habitants qui arrivent dans cette ville, entre 500 et 1000 chaque année, eh bien, ils sont confrontés essentiellement à des constructions récentes, que ce soit des infrastructures, des équipements publics, leur propre habitat, tout ça est extrêmement récent. Si bien que l'identité de cette commune n'est pas évidente, n'est pas très lisible. Et c'est là, en fait, sur cette problématique que j'ai mobilisé le storytelling pour apporter une réponse. Cette réponse est passée par la création ex nihilo, en quelque sorte, d'une légende locale. En réalité, toutes les légendes sont des créations presque ex nihilo. Un jour, quelqu'un raconte une histoire, cette histoire ensuite est reprise par d'autres, elle se transmet de génération en génération et devient une légende. Et donc, j'ai fait la proposition à Lieusaint de créer une légende de manière à rendre visibles des marqueurs identitaires qui étaient présents. Pourquoi ? Parce que si évidemment l'endroit est plutôt neuf, il existe une identité avec des éléments topographiques, géographiques, historiques, patrimoniaux, etc. Évidemment, des éléments plutôt épars qui ne présentaient pas un sens global. Et donc, pour donner la valeur dont parlait Paul tout à l'heure, eh bien, en fait, j'ai mis en place, créer une légende, alors qui répond à toutes les caractéristiques, pourrait-on dire, d'une légende telle qu'elle aurait pu naître il y a 2000 ans. Et cette légende rassemble l'ensemble des marqueurs identitaires pour leur donner un sens et pour leur donner une continuité. En quelque sorte, toutes les particularités, donc, comme je le disais, en termes d'histoire, de géographie, de topographie, etc., de la ville, s'expliquent quelque part dans cette opération par cette légende, donc par la légende de la Dame Bleue, qui est une fée protectrice des lieux. Lorsque j'ai présenté cette action il y a maintenant 12 ans au conseil municipal de Lieusaint, je leur avais dit qu'il s'agissait d'un pari sur une dizaine d'années, qu'il faudrait sans doute ce temps-là pour mettre en œuvre de manière suffisamment prégnante et faire accepter cette opération. En fait, les choses sont allées bien plus vite que je ne l'imaginais. Et aujourd'hui, on peut estimer qu'il a fallu après 5 ans pour que ça fonctionne et que ça soit quelque chose de totalement intégré. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand les légendes étaient créées, elles étaient créées uniquement avec le support oral et qu'aujourd'hui, on a énormément de médias supplémentaires qui permettent de diffuser l'histoire. Donc aujourd'hui, c'est totalement un élément intégré dans la communication de la ville, mais plus que ça, c'est quelque chose qui a été récupéré en quelque sorte par les habitants, par les partenaires. Pour la petite histoire, au départ, nous avons protégé en fait l'appellation Dame Bleue comme une marque, de manière à se dire on ne sait jamais si ça fonctionnait, il ne faudrait pas que d'autres s'en emparent. Et puis en fait, on s'est aperçu en cours de route que c'était une erreur, parce qu'au contraire, il fallait que d'autres s'en emparent.
Et donc nous avons cessé de le protéger de manière à ce que n'importe qui puisse s'emparer de cette histoire de la Dame Bleue, un peu comme celle du Père Noël, hein, et en faire ce qu'il en veut. Et aujourd'hui, 12 ans après, donc on continue les efforts sur cette opération de storytelling, et il existe une multitude de produits Dame Bleue, une fête annuelle, des œuvres d'art, un livre de contes pour enfants, un roman, un jeu de société, un mini-jeu vidéo sur Facebook, etc., etc., qui sont soit des produits qui ont été créés par la commune, soit des initiatives d'habitants, soit de partenaires, ou soit même en fait d'entreprises commerciales qui se sont saisies de cette Dame Bleue et qui la font vivre désormais pour nous. Voilà en fait ce premier exemple de création d'une identité territoriale grâce au storytelling. Deuxième élément, deuxième exemple d'action conduite avec le storytelling, la promotion d'un écoquartier. Actuellement, à Lieusaint, il y a un projet qui a déjà ses premières constructions d'écoquartier qui s'appelle L'Eau Vive, qui à terme devra rassembler 5000 habitants. Cet écoquartier a été, j'allais dire, est promu par la commune qui fait une démarche de labellisation. Alors d'une part en termes d'image, parce que ça permet d'accroître la valeur de l'écoquartier s'il reçoit des labels. Et puis accessoirement, les labels souvent s'accompagnent de subventions et parfois de montants non négligeables. Dans le cadre de sa labellisation, bien, il y a un certain nombre de dossiers qui sont à remplir. Donc souvent, ce sont des dossiers techniques dans lesquels on va présenter ce que l'on fait en matière de valorisation des déchets, en matière d'économie d'énergie, en matière de vivre ensemble, etc., etc. Et à ces dossiers techniques, nous avons apporté quelque sorte en pièce jointe, mais comme partie intégrante du dossier, nous joignons à ces dossiers techniques deux récits, qui sont donc là l'utilisation de storytelling dans le sens des structures narratives que j'évoquais précédemment. Ces deux récits sont d'une part une présentation de l'histoire de ce projet, donc de pourquoi à un moment naît l'idée de faire un écoquartier jusqu'à son stade actuel, et il s'agit bien d'une présentation sous la forme d'une histoire. Et deuxième récit qui est présenté dans ce dossier, c'est une fiction qui imagine la vie des futurs habitants de l'écoquartier. Ces deux récits utilisent des structures narratives. Donc le premier est d'une approche plutôt classique et utilise des structures qui sont en quelque sorte l'héritage d'Aristote. Le deuxième est, lui, un héritage plus contemporain, puisque c'est la structure d'une série policière télévisée Boomtown qui a été utilisée pour construire ce récit. Pour l'instant, cette histoire se passe bien d'écoquartier, puisque nous avons notamment obtenu le label décerné par la région Île-de-France Nouveau quartier urbain, qui accessoirement s'accompagne de quelques centaines de milliers d'euros de subventions et qui nous ont permis de développer, en appui de cet écoquartier, une pépinière pour des entreprises d'économie sociale et solidaire. Donc on voit d'ailleurs que l'histoire se poursuit de manière positive avec des choses intéressantes à raconter, et on espère que grâce à ces histoires insufflées dans le dossier, eh bien, nous aurons des histoires de réussite, des success stories de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire dans cette pépinière. Enfin, troisième élément, troisième exemple d'utilisation du storytelling, la gestion de crise sur les médias sociaux. Avec notamment un exemple qui remonte à 2010-2011. Alors, il faut se souvenir qu'en décembre 2010, en France, il y a eu un épisode neigeux en région parisienne extrêmement violent. Épisode neigeux face auquel les services techniques de la commune de Lieusaint n'étaient pas équipés. Pas une commune de montagne, ce qui veut dire qu'en fait les services ont été dépassés, il n'y avait plus de transport en commun, il n'y avait il fallait être un peu inconscient pour prendre sa voiture et essayer de se déplacer, et même à pied, parce que quand vous avez 80 cm de neige et une couche de verglas dessous, c'est pas forcément très facile pour se déplacer. Tout ça a généré une avalanche, c'est le cas de le dire, de commentaires négatifs sur la page Facebook de la ville. Quand je dis une avalanche, c'était véritablement, le service communication était débordé, on avait plus d'une centaine de messages négatifs par jour, on ne savait plus quoi en faire. Donc on a décidé, dans la mesure où on voyait que d'autres épisodes neigeux
allait arriver, on a décidé en fait de traiter ce type de crise en utilisant les outils du storytelling. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quelque part, quand on est en situation de crise désormais sur les médias sociaux, nous passons dans ce que nous appelons le mode narratif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous cessons de communiquer comme nous communiquons habituellement, c'est-à-dire on est plutôt dans un ton de conversation en temps normal, et là nous cessons en fait de communiquer sur ce mode-là pour passer dans un mode de récit, j'irais presque en fait de type making-of, c'est-à-dire que nous nous attachons à finalement raconter presque comme si les gens étaient embarqués avec nous dans les véhicules, dans les ateliers, etc., ce qu'il s'y passe. Et évidemment, en introduisant, alors de manière subtile pour pas qu'on nous accuse en fait de faire du divertissement sur une crise, mais en introduisant à ce moment-là des éléments de suspense, c'est-à-dire qu'on va par exemple fragmenter des informations à la manière d'un cliffhanger d'une série télévisée. Nous allons positionner les agents des services techniques municipaux dans des typologies de héros. Voilà, alors évidemment tout ça il faut le faire, il ne s'agit pas de le faire à gros traits, mais d'utiliser par petites touches toutes ces techniques narratives, toutes ces techniques de récit pour créer en fait un making-of, un récit où on embarque en fait les habitants avec nous. On a pu l'évaluer très rapidement puisque dès janvier 2011, nous avons eu des précipitations tout aussi importantes qu'en décembre. Et le résultat était le suivant, en fait, en février, quand nous évaluions le mois de janvier 2011, dans lequel donc, il y avait eu autant de neige qu'en décembre, les services techniques ne s'étaient toujours pas équipés en matériel de montagne. Or, nous avions à ce moment-là 80% d'expressions positives sur notre page Facebook. Nous n'avions plus que 11% d'expressions négatives et donc 9% d'expressions neutres. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on avait rendu en fait visible et on avait fait partager également aussi les difficultés. C'est-à-dire voilà, grâce au récit, on avait totalement renversé la façon de voir les choses. Donc c'est désormais un de nos outils, ou entre nous d'ailleurs, nous disons est-ce que voilà, avec la directrice de la communication, dit est-ce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe sur la page Facebook, est-ce qu'on passe en mode narratif ou non? C'est devenu un de nos outils de travail qui a d'ailleurs été dupliqué dans d'autres collectivités, y compris des entreprises privées désormais en France. Voilà donc trois exemples qui, je l'espère, vous inspireront à votre tour pour utiliser des histoires et pour utiliser des structures narratives dans le champ de la communication publique. Voilà, mais merci de votre attention.